Fidèles téléspectateurs de l'émission Ondes africaines, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous voici encore ensemble avec vous dans votre émission de tous les jours, dans votre émission que vous émettons avec votre présentatrice Deti Shembo. Là, aujourd'hui, je reçois pour vous un invité, un chargé de programme, Monsieur Rodin, où nous allons parler de l'aspect genre. Nous allons parler du concept genre. Nous allons comprendre parce qu'il y a plusieurs personnes qui parfois ne comprennent pas ou ont de confusion par rapport à ces concepts genre. Bienvenue encore une fois de plus. Bonjour Monsieur Rodin. Bonjour Madame Teti. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci beaucoup Monsieur Rodin. Si vous pouvez vous présenter en long et à large pour que le public puisse vous découvrir. Je m'appelle Rodin Mouvouyou. Je suis le chargé de programme du CONAFED. Le CONAFED, c'est le Comité national Femmes et Développement. C'est un réseau des ONG intervenant en faveur des femmes et implanté à travers notre pays, dans toutes les provinces. Nous avons des bureaux provinciaux où les ONG des provinces dépendent de ces bureaux, sont gérés par ces bureaux provinciaux. Et au niveau de chaque province, nous avons les REFED. Au lieu du CONAFED, là-bas c'est les REFED qui signifie Réseau Femmes et Développement. Donc voilà un peu par rapport à ma présentation, je pense que c'est... Merci beaucoup Monsieur Rodin Mouvouyou, chers téléspectateurs. Vous nous suivez de Canada, en Amérique, République démocratique du Congo. Alors avec Monsieur Rodin, comme j'avais dit tantôt, nous allons parler du concept genre. Monsieur Rodin, comme vous êtes encadreur, vous êtes chargé de programme de CONAFED, Comité national de femmes et développement. Que veut dire le concept genre? Le concept genre, nous savons que depuis les temps les plus anciens, depuis notre enfance, depuis l'école primaire, on nous a dit que le genre c'est masculin et féminin, les sexes masculin et féminin. Mais progressivement, avec le contexte qui est aussi évolutif, on a compris que le genre ne se limitait pas au sexe masculin et féminin, mais on a compris que le genre, c'est aussi une approche de travail. Une approche de travail qui permet que pour toute activité ou pour toute action de développement, que l'on puisse tenir compte des différents aspects. Effectivement, d'abord l'homme et la femme, mais aussi parmi les femmes, il y a beaucoup de catégories. Parmi les hommes, il y a beaucoup de catégories. Donc c'est comme ça que les contextes évolutifs maintenant amenés à ce qu'on comprenne, qu'on considère le genre comme une approche de travail. Tout à fait, oui. Mais aussi le genre comme norme sociale. Oui. Le genre comme norme sociale dans nos communautés traditionnelles, on sait que il y a des stéréotypes qui font qu'on puisse dire que non, celui-là, c'est un homme, il a ça, ça, ça. L'autre là, c'est une femme et elle a ça, ça, ça. Et ça, c'est au niveau de mental. Là, c'est genre comme norme sociale, comme contrat social. Comme par exemple, on voudrait prendre en mariage une femme. On s'est dit non, non, il faudra du vin, il faudra des noix de cola, il faudra... un bouc, il faudra un habit, des choses comme ça. Là, ce sont des constructions sociales, ce sont des normes sociales qui sont pratiquées, qui sont des normes qui sont construites dans nos communautés. Donc voilà un peu l'approche sociale, le genre, comment on l'avait compris et comment nous les comprenons maintenant. Tout à fait, Monsieur Rodin. Alors, vous avez bien compris, nous avons parlé de genre et le mot genre a évolué avec le temps. Alors, quels sont les concepts apparentés? Oui, les concepts apparentés, quand vous parlez du genre, clairement, vous vous dites que c'est la transversalité. Donc, c'est-à-dire que le mainstreaming, c'est-à-dire que le genre doit s'appliquer partout où vit les personnes, où vivent les personnes. Le genre doit s'appliquer dans tous les secteurs de la vie communautaire.
Donc c'est-à-dire qu'il faudra qu'on comprenne que le genre, c'est pas seulement à la maison où on dira que celui-ci c'est une femme ou une fille et l'autre c'est un garçon. Non. Au niveau des études, il faudra que le genre soit appliqué. Au niveau du travail, il faudrait que le genre soit appliqué. Au niveau de la politique, il faudra que le genre soit appliqué. Et bientôt, je disais, le genre chez les femmes, il peut s'appliquer uniquement chez les femmes. Parce que chez les femmes, il y a beaucoup de catégories de femmes. Il y a des femmes politiques, il y a des femmes paysannes, il y a des femmes enseignantes, il y a des femmes albinos, il y a des femmes vivant avec handicap, il y a des femmes ménagères, toutes ces catégories-là, des aveugles, tout ça. Puis là, je crois que nous entrons directement à ce que nous avons appelé les champs d'application de mon genre. Voilà. Donc, c'est pour dire que dans tous les secteurs, il faudra qu'on tienne compte de toutes ces catégories. C'est de la même manière qu'on les fera chez les hommes. Acteurs politiques, hommes politiques, paysans, agriculteurs, chauffeurs et autres. Donc voilà un peu comment cela devra être considéré ou compris quand on parle du genre. Voilà. Alors, lorsque nous parlons du bon genre, comme nous disons très bien que le genre a plus tendance à comprendre le genre dans le terme de femme tout simplement, mais on vient de comprendre que le genre peut s'appliquer partout. Et alors, qu'est-ce qui fait que le genre, en cette conception de comprendre que lorsque nous parlons genre, nous voyons justement la femme en soi. Et vous nous amenez d'autres théories, soit d'autres connaissances par rapport à ça. Ah oui, les contextes de la vie est évolutif. Et le genre aussi est évolutif. Je vais partir de quelques exemples. Dans l'ancien temps, jusque vers les années 60, les femmes étudiaient jusqu'au niveau de l'école primaire. Vers les années 70, les femmes ont commencé à obtenir les diplômes d'État, donc jusqu'au niveau secondaire. Et progressivement, vers les années 80, les femmes ont commencé à étudier à l'université. Et vous comprendrez que notre tradition, nos normes sociales, nos constructions sociales, ces considérations-là faisaient que la femme soit reléguée au second rang, que la femme soit considérée uniquement comme femme productrice d'enfants. Tout à fait. Mais avec le temps, les contextes étant évolutifs, on a compris qu'il y a certaines femmes qui avaient certaines compétences, certaines capacités, plus que certains hommes aussi. C'est ce qui fait que il y a quelques décennies, les femmes ont commencé à étudier à l'université, sont devenues des médecins, des ingénieurs, des différentes techniciennes et consorts. Et on a compris que donc la femme n'était pas réservée uniquement à la maternité, au ménage, mais aussi, il faudrait que la femme, avec ses capacités, il faudra qu'elle évolue et qu'on lui donne aussi cette occasion-là d'aller plus loin. Mais est-ce que dans nos pays africains, nous respectons cela? Parce que nos us et coutumes, c'est-à-dire que la culture africaine, et surtout nous sommes en République démocratique du Congo, nous avons toujours cette conception que la femme n'est là que pour les affaires ménagères, pour la reproduction. Mais vous, en tant qu'encadreur, que pensez-vous de ça? Dans les pays africains, il y a, je dirais, plus de 50%, même plus de 60% de la population qui a encore cette perception traditionnelle, cette perception ancestrale. Donc, le monde continue à évoluer et nous devenons à nous adapter à ces contextes évolutifs. Parce que chacun dans sa famille a une fille, a une femme, et aussi certaines fois qu'il a découvert que certains enfants, filles, ont aussi des compétences et des capacités plus que certains enfants, garçons. Alors, même si
étant né dans certaines communautés où les pesanteurs culturels prônent encore, mais en constatant ce qui se passe ailleurs, on peut faire comme une importation. On prend des valeurs qui sont positives, on prend des pratiques qui sont positives, on prend ce qui est positif pour l'intégrer au sein de sa famille, pour l'intégrer au sein de sa communauté. Parce qu'aujourd'hui, une fois, je formais des paysans dans la commune de Maluku sur le genre. J'ai donné beaucoup d'exemples. Il y avait des chefs coutumiers. Je leur ai dit que un chef coutumier sera fier que son enfant devienne médecin, que son enfant devienne pilote, son enfant devienne ingénieur, et qu'elle lui ramène, donc son enfant fille, qu'elle lui ramène un époux qui est acteur politique, une grande personne aussi, et ça sera une fierté pour cette famille et aussi pour les villages, même les clans, et aussi le mode de vie de ces papas-là, de ce chef coutumier-là, va changer. Mais lorsque vous nous parlez de ça, à combien de pourcentage pouvez-vous évaluer votre travail de sensibilisation et de conscientisation de ces femmes-là? Oui, le pourcentage est encore trop faible. Parce que même certains intellectuels ne comprennent pas, n'acceptent pas la perception que nous avons du genre. L'évolution est vraiment très faible. Je peux estimer à moins de 15%. À moins de 15%, ou un grand travail. Même parmi les intellectuels. Même parmi les intellectuels, ils sont toujours très minoritaires. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire que pour nos pays africains, comme vous l'aviez demandé là, en tout cas, il faudra encore beaucoup d'efforts. Il faudra que les acteurs politiques, il faudra que les décideurs puissent comprendre ce que c'est le genre. Pas le genre masculin et féminin, mais genre comme approche de travail. En parlant des acteurs politiques, je veux aussi qu'on puisse soulever cette question. En République démocratique du Congo, nous voyons que le ministère de genre est confié justement à la femme, parce que ici la conception de genre c'est justement la femme. Et alors pourquoi cette, je sais pas moi, je sais pas si je vais appeler ça discrimination de mettre la femme à la tête de ces ministères? Oui, mais tout ça, c'est toujours lié à notre tradition. Oui. Parce que, étant donné qu'on a grandi avec cette perception, genre comme sexe masculin et féminin, on a toujours pensé que genre, c'est aussi un ministère féminin. Et surtout qu'au départ, c'était le ministère de l'émancipation de la femme. On est resté avec cette perception-là, pour dire que non, c'est un ministère qui est en faveur des femmes pour leur promotion, tout ça. Alors que le genre, comme je l'ai dit là, c'est tout le monde, toutes les catégories de personnes, hommes ou femmes, handicapés et aveugles et tout ça. Donc c'est-à-dire que nous avons encore, même au niveau de notre gouvernement, au niveau de nos acteurs politiques, nous avons encore cette perception de croire que le ministère du genre, c'est un ministère féminin pour les femmes. Vous avez bien compris, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, Canada, Toronto, République démocratique du Congo, nous parlons de l'approche genre, et on a compris que l'approche genre peut s'appliquer partout, c'est-à-dire que hommes, femmes, handicapés, albinos, c'est-à-dire que ça prend l'ensemble de personnes, si nous pouvons dire. Alors, Monsieur Rodin Mouvouyou, vous êtes chargé de programme CONAFED, Comité national de femmes et développement. Pensez-vous que les femmes se sont vraiment développées dans ces pays? Oui, à voir par exemple les statistiques d'il y a quelques décennies, en ce jour, nous croyons déjà qu'il y a des avancées. Mais pas de très grandes avancées parce que au niveau de la population est constituée
à plus de 52% des femmes et d'environ 47%, quelques d'hommes. Oui. Mais lors des élections, les femmes votent les hommes. C'est ce qui est vraiment paradoxal. Paradoxal. Alors que, moi je répète toujours quand je suis devant les femmes, je leur dis que les problèmes des femmes ne peuvent être compris et pris en charge que par leurs consoeurs femmes. Les quelques femmes que nous encadrons, avec lesquelles nous travaillons, ont compris et ont évolué. Mais la grande majorité n'est pas encore touchée par nos messages. Il nous faut encore assez de moyens pour descendre dans tous les coins du pays et surtout renforcer les capacités des leaders communautaires au niveau de la base, ceux-là qui vivent avec les femmes tous les jours dans leur milieu. Et il nous faut encore beaucoup de temps et assez de moyens pour y parvenir. Mais aussi la volonté, cette volonté politique. Parce que quand nous voyons ce que dit les instruments juridiques, tout à fait, la Constitution parle de la parité. En parlant de ça, je ne vous coupe pas la parole si je vous ai déjà coupé, bien sûr. Alors, comme nous parlons de la Constitution de notre pays, ce qui est plusieurs personnes qui défilent sur ce plateau parlent plus de manque de volonté politique. Pensez-vous pas que, parce que dans notre Constitution, la Constitution reconnaît 30% de la représentativité de la femme, pensez-vous pas que c'est une avancée ou c'est une volonté politique déjà qu'on a pour l'évolution de la femme? Oui, ce n'est même pas 30%. La Constitution parle de la parité. Oui. Donc 50-50. 30%, c'est au niveau international, protocole de Maputo et autres instruments, où on propose que la représentativité des femmes dans les institutions de prise de décision puisse commencer à partir de 30%. Donc les 30%, c'est le minimum. Donc il faudra qu'on aille au-delà. Qui ne même pas respecté. Voilà, pas même respecté, pas même ces 30%. Avant même de parler de la parité 50-50. Donc si nous disons de la mauvaise politique, les autorités auraient mis des dispositions pour que la représentativité des femmes commence à partir de 50%, de 30%. Donc, ne fût-ce que ça. C'est-à-dire, on pouvait dire que voilà, on laisse 30% uniquement aux femmes. Et 70%, on mélange hommes et femmes pour leur donner la chance de gagner des postes là-bas. Mais chez nous, jusque-là, on n'atteint même pas. C'est hier avec le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde qu'on est arrivé, je pense, à 27%. C'est pour la première fois en RDC. Donc c'est un exploit. Un exploit. Le dernier gouvernement, c'était à 17%, je crois. Et celui-ci, c'est à 27%. C'est déjà un exploit. Mais je pense que ce n'est pas un secret. Si le chef de l'État pouvait dire que non, voulu ou pas, moi je voudrais 50-50, cela s'appliquerait. Ou s'il aurait dit que moi je décide qu'il y ait 40 ou 30%, cela devrait s'appliquer. Et aussi, malgré les prescrits de nos institutions, de nos instruments juridiques, constitution et différentes lois, mais nous nous rendrons compte que les acteurs politiques ne tiennent pas compte de ça, n'ont aucun intérêt pour ça. Et vous pensez que c'est pourquoi? Oui, mais parce que je parlais de nos us et coutumes qui sont encore ancrés dans nos mémoires. Et vous vous rendrez compte, par exemple, que la loi sur la parité et les droits de la femme, qui a été promulguée en 2015, cette loi-là, c'est depuis 2011. Le projet de loi a été soumis en 2011 à l'Assemblée nationale. Mais c'est incompréhensible que cela fasse 5 ans avant sa promulgation. Alors que si c'était une loi sur les émoluments de nos députés, c'est en une plénière, ça passerait.
Mais tellement que ça concernait les femmes, ça a pris 5 ans. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas d'intérêt politique. Et pensez-vous que ce n'est pas le femme elle-même qui bloque les actions? C'est parce que comme vous venez déjà de dire que vous allez voir que la femme représente 52% de la population, mais lors des élections, vous allez voir que le femme ne vote pas le femme. Est-ce que c'est entre elles où il y a blocage? Oui, souvent disons qu'il y a 3 raisons. Il y a les us et coutumes qui ne permettent pas que les femmes puissent se décoller, puissent comprendre qu'elles doivent évoluer au même pied d'égalité que les hommes, qu'elles ont les mêmes chances que les hommes. Donc les femmes elles-mêmes se culpabilisent, se disent que non, nous, ce n'est pas notre place là-bas, nous c'est derrière là-bas, au second rang. Ça c'est la première cause, les us et coutumes. Et elles-mêmes les femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont certaines capacités, comme je l'ai dit. Oui, tout à fait. Hein? Je donne l'exemple de Madame Kirongozi qui a inventé les robots. Oui. Hein? Qui sont placés au Carrefour, ici à Kinshasa, dans des carrefours. Je vous donne aussi l'exemple d'une dame, une Congolaise, qui est aux États-Unis, qui a inventé, qui a fabriqué un véhicule qui devrait circuler à base de l'eau. Oui. Je vous donne encore un exemple d'une jeune dame, Deborah Kipulu. Sa mère venait d'être nommée ministre dans un ministère de Pigère. C'est une dame de 26 ans, ou une demoiselle de 26 ans. Elle est la 3e femme pilote congolaise. Au mois de septembre, j'ai voyagé à bord de l'Airbus qu'elle a piloté d'ici, de Kinshasa à Lubumbashi, et de 18h à 21h. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines... comme deuxième raison, il y a soit la méfiance, surtout la méfiance chez certaines femmes. Malgré leur capacité, mais elles se sous-estiment. Elles n'ont pas de confiance en elles-mêmes. Donc, celle-là, c'est la deuxième cause. La troisième cause, c'est les hommes. Les hommes qui ne pensent pas que les femmes peuvent les égaler au plan mental ou même au plan physique. Vous êtes conscient? Oui, je suis conscient. Bon, moi, pas en tant qu'homme genré, mais en tant qu'homme en général. Hein, là, je reconnais que les hommes ont cette façon de voir, de considérer les femmes comme, on le dit, les êtres faibles, qui devront toujours être derrière, tout ça. Mais moi, en tant qu'homme genré, comme acteur de développement, comme expert en genre, je sais qu'il y a des femmes qui font même mieux que moi. Tel que je l'ai dit, inventer un robot. Moi, je n'ai pas ces capacités-là. Hein? Piloter un Airbus. Moi, je n'en ai pas les capacités. Mais il y a des femmes congolaises qui l'ont fait. Donc, moi, je me dis qu'il y a des femmes qui sont capables, mais étouffées par les hommes. Et moi, je me dis toujours, même les femmes qui vendent le pain, qui vendent de la braise, des cacahuètes au coin des rues, moi, je ne les minimise pas. Je me suis dit que peut-être c'est à cause des us et coutumes qu'elles n'ont pas pu évoluer, qu'elles n'ont pas pu étudier. Mais peut-être que si ces femmes-là étaient placées dans de bonnes conditions, peut-être que certaines d'entre elles se retrouveraient dans les bureaux ministériels, dans les différents bureaux. Ces femmes entrepreneurs, si on peut les appeler ainsi, alors comment vous menez vos actions pour encadrer de fois toutes ces femmes-là? Est-ce que vos actions aussi sont tournées vers ces femmes qui font de l'entrepreneuriat? Oui, l'entrepreneuriat, mais vraiment à petite échelle. Pour nos projets, d'abord, ce sont les femmes qui sont ciblées. Et quand les femmes sont ciblées, nous voyons les femmes, mais nous savons que ces femmes-là ont des époux, ces femmes-là ont des enfants. Mais pour nous, ce sont les femmes que nous voyons. Mais qu'est-ce que nous disons? Nous avons une approche que nous mettons en application au sein surtout des ménages, c'est les noyaux genre. Donc tout doit partir de la famille. Et nous, en nous adressant
à la femme ou aux femmes, ce que nous leur disons, elles doivent les dupliquer dans leur foyer, dans leur ménage. Tout à fait. Et les femmes, nous les encadrons, nous leur apportons des appuis matériels, des appuis financiers et des appuis techniques dont nous renforçons leurs capacités. Nous leur disons par exemple que dans le cadre des activités agricoles, comment faire les travaux des champs, les travaux des activités agricoles. Pour qu'il y ait une grande rentabilité agricole, il faudra respecter certaines normes. Donc nous leur apportons l'appui technique, l'appui financier et l'appui matériel. Et pendant un certain temps, pendant des années, nous les accompagnons. Nous ne les abandonnons pas, nous les accompagnons. Et quand tu as des faiblesses, nous les réorientons, nous leur disons comment il faut faire. Parce que il y a des gens qui pensent qu'il n'y a que les hommes qui pouvaient faire des grandes activités ou des grandes actions. Mais nous venons de clôturer un projet de contribution à l'autonomisation économique et politique des femmes paysannes. 300 femmes paysannes, il y avait 100 au Congo central, dans la province du Congo central, 100 en République démocratique du Congo, en République démocratique du Congo, et 100 dans la province de l'Équateur et 100 au plateau de Batéké dans la ville-province de Kinshasa. Les résultats de ces femmes-là, à la fin de leur projet, les résultats, vous n'en croirez pas, madame. Vous verrez des maisons qui ont été construites, des motos qui ont été achetées pour s'en servir comme moto-taxi, des vélos comme de vélos-taxi. Et à part les activités du départ, elles ont élargi les activités, ils ont multiplié des filières d'activités. Il y a certaines qui sont allées dans les caprins, donc l'élevage des boucs. Il y a d'autres qui sont allées dans la porcherie, d'autres qui ont continué dans l'aviculture, la volaille, et d'autres ont initié des dépôts de ciment, de vente de ciment, des semences. Et curieusement, il y a des femmes qui ont orienté leurs enfants à l'université dans des facultés agronomiques. Très bien. Partant de l'expérience de notre projet. Très bien. Est-ce que vous avez les appuis, soit le partenaire pour vous accompagner pour toutes vos activités ou tous vos projets? Oui, nous avons des partenaires qui nous appuient. Il y a par exemple Diaconia Suède, c'est une ONG suédoise. Diaconia Suède, l'ambassade de Suède. On a eu aussi un projet avec Action Aid International de la Grande-Bretagne. Nous avons aussi un projet avec Medicus Mundi Biscaya d'Espagne, donc c'est-à-dire Médecins du Monde, Medicus Mundi. Nous avons aussi un projet avec, on a eu un projet avec Le Monde selon les femmes, Belgique. On a eu aussi un projet avec Counterpart. À part ces partenaires extérieurs, à l'intérieur, vous n'avez pas de partenaire? À l'intérieur. Le premier partenaire, je crois que c'est notre État congolais. Non, on ne bénéficie pas de l'appui de notre État congolais, bien que nous sommes repris chaque année sur la liste pour bénéficier de cet appui-là, mais nous n'en bénéficions pas. Bon, à un certain niveau, les démarches bousculent et puis ça se passe comme ça, on n'en bénéficie pas. Et quand vous êtes homme genré, sentez-vous à l'aise de travailler avec toutes ces femmes? Comme vous avez dit que, comme nous parlons aussi de l'approche genre, sentez-vous à l'aise de travailler avec toutes ces femmes ou soit d'accompagner ces femmes? Oui, très, très à l'aise. Parce que je me dis toujours que travailler avec les femmes, c'est bon parce que les femmes savent écouter. Voilà. Les femmes savent écouter. Ça nous touche énormément. Oui. Et puis, je me mets des fois à la place des femmes. Quand, par exemple, on parle de la pauvreté des femmes, quand on parle des violences faites aux femmes, quand on parle de la marginalisation des femmes, moi, je me dis, mais moi, j'ai des sœurs, moi, j'ai une épouse, moi, j'ai des enfants, des filles.
j'ai des cousines, j'ai des collègues, des amis, des femmes, je n'aimerais pas qu'elles subissent ces pratiques rétrogrades. Oui. Hein, je ne souhaite jamais qu'elles les subissent. C'est comme ça que quand je suis avec eux, elles, je leur dis ce que moi je souhaite. Et je leur dis aussi leurs faiblesses. Oui. Je leur montre leurs faiblesses et je leur dis qu'elles doivent consentir beaucoup d'efforts pour parvenir à changer leur situation. Et entre autres, en portant dans des différentes institutions de prise de décision leurs consoeurs femmes. Moi, je leur dis ça. Et je vous dis, Madame Deti, aucun homme n'ira mourir à la maternité pour accoucher. Et ces problèmes-là, ce sont les femmes qui doivent se battre pour que les problèmes de la maternité soient facilités partout dans tous les coins du pays. Donc moi, je pense que de ce côté-là, les femmes devront comprendre et chercher à s'impliquer à ce que nous leur apportons comme information, à ce que nous leur apportons comme projet, pour que la situation de la femme change et que les concepts genre ne restent pas cet ancien concept qui puisse évoluer. Est-ce que vous avez un mot à dire pour qu'on puisse terminer notre émission? Oui, mon dernier mot, c'est d'appeler tout le monde, surtout les hommes, parce que nous savons que si les hommes s'impliquent, les résultats à obtenir, l'impact sera grand. Il faudra que les hommes puissent comprendre que le genre, c'est évolutif. Le genre n'est plus considéré comme sexe masculin et féminin, mais le genre est considéré comme approche de travail qui fait appel à l'implication de toutes les catégories de la population, hommes, femmes, handicapés et toutes les catégories de la femme. Que les hommes comprennent que leurs enfants, leurs épouses sont appelés à évoluer. Peut-être que dans leur famille, la future ministre du portefeuille, comme l'actuel, sortirait de leur famille. Peut-être que celle qui va inventer les prochains robots, je ne sais pas pour quel travail agricole ou quoi, l'ingénieur qui va fabriquer les prochains robots, peut-être que c'est leur fille. Donc les hommes ont tout intérêt de s'impliquer et de promouvoir le genre dans leur famille, dans leur milieu communautaire, dans leur milieu politique et dans leur milieu professionnel. Merci beaucoup, Monsieur Rodin. Merci beaucoup, Madame Deti. Oui, chers téléspectateurs, merci, merci, vous nous avez suivis. Je crois que M. Rodin Mouvouyou, chargé de programme du CONAFED, Comité national Femmes et Développement, a très bien explicité, a très bien parlé de ces sujets. Nous avons parlé de l'approche genre. Il a parlé de l'approche genre, l'approche évolutive. Il nous a très bien expliqué et je crois que nous avons compris dans nos maisons. Ciao. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis le Canada, en Amérique, République démocratique du Congo. Merci parce que vous êtes fidèles à nous et à votre émission Ondes Africaines. Vous nous avez suivis de partout. Je remercie la grande équipe de production de cette émission et je remercie l'invité du jour. Restez-nous toujours branchés. À la prochaine.